quatre intervenants, trois intervenants, et Jean Peters qui va faire la conclusion de cet atelier, de cette agora philosophique. Alors, il y a peut-être parmi vous des personnes qui sont fidèles à l'agora philosophique. L'agora, c'est l'espace de partage, l'espace où on échange sur les questions philosophiques, politiques dans la Grèce antique. Et c'est ici, au philosophique, qu'on poursuit justement cette idée. Et comme vous pouvez le savoir en lisant le document qu'on vous remet, eh bien, nous avons eu des thèmes tout à fait extraordinaires qui ont déclenché presque des batailles d'Hernani. Je me souviens avec Maître Dutrio sur le droit des robots. Est-ce que les robots ont un droit? Est-ce qu'ils peuvent exercer un droit comme une personne physique ou une personne morale? Est-ce qu'il y a une personnalité robotique en droit? C'était des sujets qu'on évoquait. L'an dernier, on a évoqué les nouvelles technologies et l'acceptabilité sociale. À quel moment une technologie passe ou ne passe pas? Parce que finalement, elle est juridiquement pure, mais elle n'est pas légitime parce qu'elle ne reçoit pas l'assentiment de la population qui la rejette. Bon, voilà, et le genre de thème que nous utilisons, que nous évoquons, dans ce genre d'agora. Et donc, je suis toujours heureux d'accueillir la jeunesse avec la classe préparatoire du lycée Federme. Je suis heureux d'accueillir tous les autres participants avec le centre de recherche de l'école des officiers à la gendarmerie nationale qui a préparé cette agora. On fait à Paris un préfic, comme on dit, c'est-à-dire qu'en fait, on réunit déjà des intervenants et on chauffe un peu la colle, comme on dit. Et une fois qu'on a évoqué, je dirais avec ces intervenants, le sujet, on y voit clair. De toute façon, on y voyait peut-être un peu clair avant, mais on y voit davantage, on y voit plus clair après, pour pouvoir arriver en force durant cet atelier d'aujourd'hui. Sachez que un des principes, c'est la prise de parole. Alors c'est vrai qu'on a un atelier qui est assez court, peut-être 1 heure, un peu plus, on verra. N'hésitez pas à prendre la parole, n'hésitez pas non pas à interrompre nos intervenants, mais à réagir. Hein, c'est l'intérêt de ce philosophique. Nous aurons 3 interventions. 3 interventions qui, vous allez voir, sont très complémentaires. Dans une première partie, on va parler de philosophie avec Françoise Longy. Philosophie veut dire, les philosophes, on va partir. Oui, c'est très important, parce que tout ce qu'on voit dans ce salon doit répondre à une finalité. C'est quoi finalement le numérique? Ça sert à quelle finalité? Quelles sont finalement pour l'humanité, pour nous les individus, qu'est-ce que ça représente cette transformation numérique? Et est-ce que c'est en train de changer complètement tous les paradigmes sur lesquels repose notre société? Est-ce qu'on est en train de complètement bouleverser? Est-ce qu'avec les métavers, on est en train de changer de société? Très important. Merci Françoise Longy, qui est universitaire à Strasbourg. Alors, vous allez voir que les Strasbourgeois arrivent en force. Nous aurons une deuxième partie juridique. C'est quoi le droit des métavers? Vous voyez, par exemple, j'ai envoyé un maître de trio, on a échangé un certain nombre d'articles, notamment des articles agression sexuelle par 2 avatars. C'est quoi juridiquement? C'est-à-dire qu'en fait, où le droit commence-t-il à s'appliquer? Où est-ce qu'il s'arrête? Est-ce qu'il va falloir inventer un nouveau droit des métavers? Et puis, 3e intervenant, avec Hervé Lejoin, les métavers, c'est une entreprise, une aventure industrielle. C'est pas simplement une vue de l'esprit, c'est une aventure industrielle. Et quand nos 3 intervenants seront, ont exprimé leurs pensées, eh bien, je remercie Jean Peters, qui est le titulaire de la chaire cyber et souveraineté numérique de l'IHEDN, qui fera la synthèse, qui essaiera de tirer des perspectives. Alors, vous voyez que c'est intéressant de cet atelier sur les métavers, parce que on a commencé à parler de numérisation. On change tout en 0 et 1. Là, c'était il y a quelques années. Ensuite, on est passé à la simulation. Et on arrive maintenant au métavers, c'est-à-dire qu'on se transporte dans un autre monde. Déjà, avec la simulation, j'avais souvenir d'une simulation d'un vol d'avion que j'avais fait sur un simulateur professionnel.
J'étais arrivé, j'avais garé ma voiture, j'étais monté dans le Copic et on était parti faire un vol. Et puis arrivé à destination, je me suis dit c'est complètement idiot. Et j'ai laissé ma voiture à l'aller, là d'où je suis parti, comment je vais faire pour revenir. En fait, ma voiture, elle n'avait pas bougé. Moi, je n'avais pas bougé par ma voiture. Mais déjà, pour moi, le réel, c'était devenu comment dirais-je, l'immatériel. J'avais conscience d'un réel qui n'était pas le vrai réel. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui va sans doute changer notre vision du monde. Les mathématiciens connaissent les fonctions bijectives, c'est-à-dire qu'une fonction, on ne sait pas trop résoudre dans l'espace réel, on change d'espace, on résout le problème et on revient dans l'espace primaire. Ben, c'est un petit peu ça, les bêta-vers, c'est une forme de fonction bijective en mathématiques. Et tout le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait dans l'espace dans lequel on s'est projeté. Voilà, j'ai trop parlé. Eh bien, je vais laisser maintenant la place à Madame Longuy. Merci, Madame Longuy, merci d'intervenir. Je crois que vous avez des slides. J'avais un appareil. Voilà. Voilà, donc j'espère qu'il marche. La technologie. Ah oui, c'est peut-être plus facile que. Voilà, pour que je vois, sinon. Bon. Oui, vous préférez bon. Peut-être. Non, mais c'est bien, ça va, c'est bon. Ah, oui, c'est pas grave. Non, mais laissez. Non, c'est bon. Je vais me débrouiller avec ça. Ouais. Oui, c'est ce que j'ai pensé, ça devait être comme ça. Oui, donc, je reviens en arrière. Donc, voilà, la question que je vais me poser, c'est est-ce que la réalité virtuelle, parce que c'est ça notre sujet, c'est l'effet d'une rupture technologique ou d'un long développement. L'idée étant que, en fait, répondre à cette question et comprendre, disons, c'est l'aboutissement de quel type de développement la réalité virtuelle, ça nous aide aussi à peut-être répondre à certaines questions ou en tout cas les aborder avec un petit peu plus de recul. Alors, donc déjà, comment on va définir la réalité virtuelle? Alors là, je vous ai mis les deux extrêmes. On va dire, on a de la réalité virtuelle dès qu'on a des objets comme ce casque, c'est ce qu'on voit en général, si vous tapez réalité virtuelle dans Google, c'est ce que vous aurez comme image. Mais bon, l'idée, c'est qu'on aurait aussi la réalité virtuelle si on était dans la situation que certains philosophes ont contemplée, qui est celle de ce qu'on appelle le cerveau dans la cuve. On a un cerveau dans une cuve et en fait, il a toute une série de sensations qui peuvent éventuellement être simplement produites par un ordinateur, un programme, etc. Bon, donc en fait, réalité virtuelle, pourquoi on appelle tout ça de la réalité virtuelle? On peut dire qu'on appelle tout ça de la réalité virtuelle parce qu'en fait, ça nous met en relation avec quelque chose qu'on éprouve comme quelque chose de réel. On a des sensations, on a des perceptions, on a des actions, etc. Mais en réalité, notre corps physique ne se trouve pas dans cette réalité de fait. C'est-à-dire notre corps physique est à un endroit et en fait, on est connecté via des moyens à d'autres choses que notre environnement physique autour de nous. Hein, on pourrait dire le trait commun qui en fait couvre tout ça. Alors, je vais essayer de montrer justement la réalité virtuelle. Je vais essayer d'en donner trois types d'exemples pour montrer trois types de rapports justement au réel. Comme ça, donc comprendre un peu le développement qu'il y a derrière. Donc d'abord, ça permet de percevoir et d'agir à distance, mais de percevoir et d'agir à distance dans la réalité physique. Celle auquel on n'a pas accès directement, bien sûr, mais c'est la réalité physique, d'autres gens y ont accès. Un exemple type, ça peut être en médecine, l'opération à distance. Voilà. Donc ça, je pense que tout le monde se le représente. L'idée de percevoir à distance, ou les projets technologiques liés au fait de percevoir à distance, ça fait longtemps que d'une certaine façon, ça se développe. Alors je vous ai mis là deux exemples. Pour justement la vision, vous pouvez remonter en fait au début des lunettes astronomiques, par exemple Galilée 1610. Et puis pour le son, vous pouvez remonter à l'invention des télégraphes, téléphones, et puis la jonction des deux, vous avez la télévision. Hein. Donc en fait, l'idée de
percevoir à distance et de trouver des techniques pour le faire, c'est une vieille idée. Pareil, agir à distance, on peut dire déjà, alors j'ai un petit peu exagéré peut-être, mais c'est aussi un long développement que j'ai fait commencer par la lance ou la flèche, comme vous voulez, et puis voilà, vous avez le canon et vous avez le missile téléguidé. Bon, tout ça, c'est des façons d'agir à distance. Alors, deuxième type de réalité virtuelle, dont d'ailleurs le général vient de nous parler, qui est effectivement celle de simuler le réel pour s'entraîner, anticiper. Là, on est dans un quasi-réel. C'est pas vrai qu'il y a un avion quelque part, on n'est pas en contact avec une réalité physique. Donc aujourd'hui, ça se fait par exemple. Ah d'accord, pardon. Oui, c'est mieux comme ça. Oui, il ne faut peut-être pas que je parle trop fort. Alors ça, c'est aujourd'hui simulateur de vol. Hier, on peut dire, c'était le théâtre. Hein. En fait, cette idée de simuler le réel, il existe là aussi depuis très longtemps et il y a des moyens pour le faire. Des décors sont des façons de simuler un certain réel, par exemple. Enfin, la troisième... alors ce que je voulais aussi mettre en avant, c'est que dans cette idée de la simulation, c'est l'émanation de quel type de capacité, de tendance, de comportement, c'est le jeu. Et le jeu, on sait tous combien c'est important, ne serait-ce que parce qu'on sait que ça joue un rôle important psychologiquement dans le développement, les enfants jouent, et même en réalité, on peut aussi... ça existe aussi chez certaines races, ces espèces d'animaux, chez certaines espèces animales, et là aussi, la façon dont on le comprend, c'est bien sûr parce que c'est une certaine façon de s'entraîner, d'une certaine façon, à certains types de situations. Enfin, je viens évidemment à ce à quoi on pense tout de suite quand on pense à réalité virtuelle, en fait, mais vous voyez que c'est dans un continu, qui est d'éprouver des réalités imaginées. Alors ça aussi, il y a une longue histoire, des contes à l'écriture, la lecture, la télévision, et puis voilà. Et le point, c'est... Bon, les réalités imaginées, ça repose sur quoi? Ça repose sur une certaine capacité qui est l'imagination. Alors à quoi sert l'imagination? Pourquoi on produit ça? Pourquoi on est tous à la fois très sensibles aux histoires, là aussi, rappelons-nous notre enfance, et je pense peut-être pour beaucoup d'entre vous encore maintenant, et au fait qu'on en produise aussi, qu'on est capable. Alors une des hypothèses, c'est que l'imagination... ça s'est développé comme capacité, là aussi d'un point de vue d'une histoire évolutive un peu longue, comme moyen de tester des hypothèses qui nous permettaient de faire, d'une certaine façon, d'anticiper des risques, et au lieu de tester un comportement en ayant directement ce comportement et en risquant éventuellement que ce comportement, s'il était dangereux, aboutisse à votre mort, vous le testiez dans votre tête, via l'imagination, vous en aviez éventuellement les conséquences, vous voyez les risques, et vous ne le faisiez plus, et ça vous permettait de continuer à vivre et donc de choisir des comportements plus adéquats. Donc je vous ai mis ici les noms de philosophes qui ont développé un peu cette idée. Et on pourrait se demander, c'est la question que je me pose, pourquoi la fiction même? Pourquoi on se raconte des histoires? Pourquoi inventer des réalités? Puisque c'est quelque chose que nous faisons justement depuis longtemps. Et on pourrait dire, une réponse simple, c'est un effet collatéral de l'imagination. L'imagination, ça servait au départ à anticiper un petit peu des risques futurs. Et puis, on se raconte des histoires, mais ce n'est pas très important. D'ailleurs, on parlera de loisirs, on aime souvent, on parle comme ça, on pense que ce n'est pas toujours essentiel. Et je voudrais vous donner une autre réponse, qui est que, non, justement, la fiction, c'est peut-être très fondamental,
Et il y a quelqu'un qui a défendu cette thèse dans l'ouvrage qui est là, en 2014, qui s'appelle Noah Harari, et qui dit qu'en fait, c'est exactement la fiction qui explique ce qui trouble les anthropologues depuis longtemps maintenant, enfin plusieurs dizaines d'années, le grand saut qui intervient entre 100 000 ans avant notre ère et 40 000 ans chez l'Homo sapiens. Alors pour résumer et pas m'entretenir trop longtemps là-dessus, qu'est-ce que c'est que ce grand saut? Vous avez tous des représentations, qu'est-ce que c'est que les tribus néandertales ou d'Homo sapiens, voilà, on a des représentations plus ou moins exactes, je vous mets celle-ci. Après le grand saut, qu'est-ce qui se passe? On a des grandes armées, on a de la monnaie, on a les lois, on a des grandes cités, on a des monuments, on a, etc., etc. Alors, donc comment on a... Oui, je vais trop vite, pardon. Comment on a expliqué ce phénomène? Couramment, on a bien pensé qu'il devait y avoir quelque chose lié au langage. Et l'hypothèse, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'espace entre 100 000 ans et 40 000 ans pour qu'il y ait des grands changements biologiques, génétiques. Et donc, probablement, ça va être une petite mutation. L'idée, c'est que c'est une petite mutation qui, probablement, a permis un langage articulé beaucoup plus riche que ce qu'on pouvait faire avant. Bon. Mais l'hypothèse, souvent, c'était avec le langage. Pourquoi c'est important, le langage? Le langage est important parce qu'on va pouvoir se coordonner dans l'action, on va pouvoir se transmettre des informations, etc. Et l'hypothèse d'Harari, donc ce qui le rend original, c'est de dire non, le langage, ça a été important parce que le langage, ça a permis la fiction. Et c'est ça qui va expliquer cette différence. Alors comment? Je vous donne la thèse grossière pour que vous compreniez. L'idée, c'est que tant qu'on a l'imagination, mais dans la tête de chacun de nous, on imagine un petit peu, quoi. On anticipe ce qui peut peut-être arriver demain avec nos petites expériences du passé. L'idée, c'est que dès qu'on a le langage et qu'on se transmet ce qu'on s'imagine et qu'on est capable de le faire, on commence à créer des réalités imaginées que l'on construit collectivement et qui deviennent d'une richesse incroyable et qui vont nous permettre, et c'est là où on comprend le grand saut, c'est l'hypothèse d'Harari, qui vont nous permettre de nous coordonner comme nous ne nous sommes jamais coordonnés avant. Le trait caractéristique entre l'avant, que je vous montrais, c'est qu'en gros, les groupes humains ne dépassaient pas 100 personnes. Mais on comprend pourquoi. Parce que 100 personnes, c'est en gros la limite à laquelle vous pouvez vous connaître et avoir confiance, pas confiance, vous coordonner par proximité, en fait, en ayant une connaissance directe. Évidemment, les histoires ont permis aux gens de se faire confiance parce qu'ils partageaient, d'une certaine façon, ces mêmes réalités imaginées collectives. Et vous pouvez bien sûr penser à la religion, c'est la chose la plus simple, mais aussi la croyance dans des choses comme, par exemple, la monnaie, la valeur de la monnaie, des institutions, le fait d'appartenir à un pays, etc. Donc, ce que j'ai voulu là vous faire apparaître assez vite, c'est qu'en fait, dans la famille des techniques de la réalité virtuelle, il y a trois types de capacités qui renvoient, donc, dans un premier cas, à la réalité physique partagée, et ça permet d'élargir nos capacités de percevoir et d'agir, à une quasi-réalité, et enfin à la réalité imaginée. Donc, vous voyez, je n'ai pas décrit toutes les caractéristiques. Alors maintenant, comment ça nous permet j'ai parlé combien de minutes, là? Ah, est-ce que quelqu'un le sait? Parce que je n'ai pas tenu le compte, moi. Combien? Non, alors, bon, disons, l'idée, c'est que... non, mais je ne veux pas... J'ai tort. Oui, c'est terrible. On croit que ça va aller plus vite et ça ne va pas nécessairement plus vite. Donc, la réalité, là, est-ce que c'est vraiment la réalité virtuelle? Qu'est-ce qu'on veut dire par virtuel? Et donc c'était vous montrer un peu les différents types de réalités et comment ça permet, si on regarde cette histoire longue, de répondre à des questions comme que peut-on et que doit-on faire face justement à l'usage de ces techniques quand ce sont des usages, on pourrait dire, au service de la fiction.
hein, dans un sens large. Donc voilà. Mais je vais pas. Voilà, j'ai pris mon temps. Éventuellement, dans la discussion, je dirai un petit peu mes amorces de réponse. Voilà. Merci, merci Madame. Je me permets de relever votre intervention. Quand on parle de métier de la cybersécurité, on pense souvent à des métiers techniques et on oublie qu'il y a des métiers de philosophie, de sociologie et puis du métier du droit. Ça me donne la bonne transition pour passer la parole à Maître Doutrillo. Merci, Général. Bonjour à tous. Alors, j'écoutais ce que nous disait Françoise et puis je ressentais en fait votre attention par rapport à ces propos, à cette perte de la notion du temps finalement quand on est passionné par un sujet. Et ça me faisait penser à cette phrase en fait d'une pièce de Paul Claudel qui est L'échange et qui disait vraiment, et ça faisait référence au théâtre dont vous parlez, où ces mises en scène de la réalité existent déjà depuis longtemps en réalité. Et cette phrase, c'était voilà, il y a la scène, il y a la salle, et il se passe quelque chose comme si c'était vrai. Et c'est ce fameux comme si c'était vrai qui nous interroge et qui nous trouble, comme disait le général, ou cette sensation qu'il a eue en se disant mais c'est bizarre, pendant un moment, j'ai ressenti comme si j'étais projeté dans un autre monde, c'est notre monde imaginaire. Alors justement, dans Métavers, dans ce domaine, dans ce terrain qui nous est virtuel, on va s'incarner sous forme d'avatar. Donc l'avatar, c'est une projection de vous-même. Alors qu'est-ce que vous allez choisir d'exprimer dans cette projection de vous-même, dans ce personnage que vous allez créer? Est-ce que ce sera un avatar qui vous ressemble? Est-ce qu'au contraire, ce sera un avatar très différent de vous? Est-ce qu'il aura le même sexe que vous, le même âge, la même apparence ou pas du tout? Est-ce qu'il exprimera vos parts sombres, vos parts lumineuses, votre joie ou au contraire peut-être des pulsions que dans la réalité vous avez conscience qu'elles sont réprimées socialement? Et toute la question est en fait au niveau juridique le statut de ce fameux avatar. Qu'est-ce qu'il est finalement? Parce que c'est un personnage, mais est-ce que pour autant c'est une personne au niveau juridique? On peut acheter des terrains maintenant. Vous avez effectivement Métavers qui s'appuie sur des technologies telles que la blockchain, telles que l'intelligence artificielle. Vous avez aussi les crypto-monnaies, les fameux jetons non fongibles qui vont vous permettre d'acheter des terrains, d'acheter une jolie robe pour aller danser, une paire de baskets qui va se vendre à un prix d'or, etc. Et ce sont des exemples réels. Moi, quand on m'a demandé effectivement de participer à cet atelier, je me suis interrogée, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cet univers? Qu'est-ce que c'est que cette invention encore? Et finalement, c'est vrai que ce qui fait la différence, c'est qu'on peut vraiment se projeter dans des actes courants de la vie de tous les jours, effectuer des actes de commerce, conclure des contrats, on verra même un contrat de mariage. On peut aussi malheureusement y commettre des agressions. Et la première chose qu'il convient de définir, c'est qu'est-ce que cet avatar représente au niveau juridique? Est-ce qu'il a une existence? On sait qu'au niveau du droit, pour qu'une personnalité existe, pour qu'une personne soit reconnue sujet de droit, il faut une personnalité juridique. Et c'est réservé aux personnes physiques et aux personnes morales que sont les sociétés. Un avatar, finalement, ça n'est ni l'un ni l'autre. Vous n'avez pas d'acte civil quand vous créez votre avatar, vous n'avez pas une reconnaissance officielle, vous n'avez pas une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, comme n'importe quelle société d'une forme sociale. Donc, qu'est-ce que vous êtes? Est-ce que pour autant vous n'existez pas? Et toute la question est là. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas véritablement appliquer un droit des personnes tel qu'on l'applique dans le droit classique. Mais nous, avocats, on a beaucoup d'imagination et de toute façon, peut-être qu'un jour, on va plaider pour des avatars et peut-être que nous-mêmes, nous serons des avatars devant des tribunaux. On en parlait au déjeuner avec le colonel et le général et on se disait, mais finalement, peut-être qu'il va y avoir aussi des prisons virtuelles à un moment donné où nos avatars pourront être séquestrés et condamnés si jamais il y a des agissements qui sont réprouvés par le droit et notamment le droit pénal. Alors c'est vrai que le problème de cet avatar, c'est qu'il n'est pas sujet de droit, ni personne morale, ni personne physique. Donc je pense que ce qu'on pourrait attribuer, c'est effectivement, c'est une création de l'esprit, tout simplement. C'est une création, c'est un personnage que vous créez, que vous animez, vous allez le faire se déplacer. D'ailleurs, on avait fait un atelier au mois de mars qui est intéressant. Un intervenant disait, mais finalement, les avatars, on arrive à les rattacher aux personnes, plus que par l'adresse IP, parce qu'on arrive toujours à vous identifier quelque part. Ce n'est pas une question de données personnelles. Là, la question de l'identification ne pose pas véritablement de problème. Par le biais de l'adresse IP, sauf s'il y a des botnets, etc., les problèmes d'identification habituels. Mais ce n'est pas ça, en fait, la question. C'est que ce qui arrive à nous identifier, ce serait notre gestuelle.
Alors, vous voyez, j'ai appris beaucoup de choses. J'espère que vous en apprendrez aussi à cet atelier. Donc, c'est cette gestuelle particulière, ce phrasé aussi, qui permet de nous distinguer les uns des autres, au-delà du sexe que nous pouvons prendre, de l'âge, etc. Et à partir de ça, de toute façon, on pourrait être identifié par l'intelligence artificielle. On pourrait même être profilé pour mieux comprendre la façon dont on fonctionne et on réagit aux interactions sociales. Parce que le but de Métavers aussi, c'est de faire des rencontres dans cet univers, c'est d'entretenir des contacts aussi avec nos amis comme sur des réseaux sociaux finalement. Et la question est de se poser justement cette création artistique, quasiment. On pourrait effectivement appliquer le droit de la propriété intellectuelle. Si une personne vole votre avatar ou fait une contrefaçon de votre avatar, vous pourriez obtenir sa condamnation. C'est votre œuvre qui vous appartient à vous. Vous auriez un droit patrimonial. Si quelqu'un veut utiliser votre personnage, votre avatar, il devrait vous en demander l'autorisation. Vous aurez un droit moral. Si on y porte atteinte, eh bien, on pourrait effectivement exiger des dommages et intérêts à titre de réparation pour le dommage subi. Alors, évidemment, encore faudrait-il le prouver devant les tribunaux. Et ce qui interroge, justement, il y a deux cas pratiques. On va en prendre un joyeux et un moins gai, où effectivement, en général, on parlait de cette agression, de ces agressions sexuelles qui sont assez fréquentes, finalement, qui existaient déjà dans les jeux en ligne, parce que finalement, dans cet univers, entre guillemets, parallèle, mais qui a une réalité, il y a des agressions. Donc, il y avait Facebook, donc maintenant qui s'appelle Meta, justement, c'est pas pour rien, où des testeurs, en fait, des chercheurs, une chercheuse notamment, avait été victime d'une agression sexuelle où elle avait été entourée par 4 hommes différents qui effectivement s'étaient approchés de son avatar, avaient commencé à effectuer des attouchements sur sa personne pour ensuite la violer. Et cette personne avait été véritablement choquée. Elle a ressenti, expliquait-elle, comme si c'était une agression qu'elle avait vécue dans le monde réel. Parce qu'effectivement, je lisais dans le train un article passionnant avant de venir, qui a été rédigé d'ailleurs en partenariat avec la gendarmerie, qui concerne l'intelligence artificielle et aussi ce monde de métavers, et qui disait, mais finalement, ce qui différencie, c'est qu'avec les casques virtuels, on est véritablement, maintenant, le perfectionnement de la technique est tel qu'on a une sensation de toucher. On a véritablement, au niveau sensoriel, c'est pas seulement la vue, et l'ouïe qui entre en ligne de compte, c'est aussi une perception, comme si on touchait des objets. Et cette personne disait, et elle n'était pas la seule, les victimes des agressions le disent, avoir véritablement ressenti ces agressions comme si c'était leur personne à elle et non pas simplement une représentation d'elle-même ou un simple objet animé sur un écran. À partir de cela, est-ce qu'on peut condamner effectivement au niveau pénal? Alors, il y a des législations, notamment néerlandaises, qui commencent à reconnaître ce genre d'infraction. En France, on en est encore au stade un peu de la recherche. On n'a pas encore véritablement de condamnation au niveau des agressions, des viols d'avatar. Ça finira sans doute par être réglementé. Mais c'est vrai qu'il y a deux solutions. Soit on a la solution pragmatique, soit la solution juridique. Facebook, donc, pour éviter ces agressions, propose aux utilisateurs en fait, de créer une bulle de protection autour de leur avatar pour que les personnes n'approchent pas à moins d'1 mètre et donc qu'il n'y ait pas d'agression. Alors, c'est un peu délicat, c'est comme si finalement on se retrouvait en période Covid avec un masque sur le visage, on était en interaction sans l'être complètement, donc c'est un peu frustrant. Donc c'est vrai que le mieux ce serait de réglementer. On pourrait inventer une police, une gendarmerie qui serait chargée des gendarmes qui seraient des avatars. Il y aurait des avatars des différents gendarmes qui sont présents ici qui effectivement pourraient appréhender ces personnes et les faire condamner par un tribunal. Les juges seraient également des avatars et finalement on interdirait, c'est ce qu'on disait au déjeuner, aux avatars de pouvoir s'exprimer, évoluer et on ne pourrait plus utiliser notre avatar ou alors un avatar dégradé, un avatar qui serait beaucoup moins, je ne sais pas, attirant ou autre et ce serait une forme de sanction. Et il y a cette solution pragmatique et il y a la solution juridique. La solution juridique, donc en droit français, pour le moment, elle n'existe pas. Ces agressions d'avatars, qui paraît-il, sont assez fréquentes dans les jeux en ligne déjà. Parfois, certains jeux peuvent être assez violents, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Mais là, effectivement, on pourrait alors faire un parallèle avec le sinistre cas des viols commandités à distance, où effectivement, une personne a été condamnée l'année dernière pour avoir commandité
sur Internet à distance le viol d'enfants. Alors c'est une hypothèse terrible et les magistrats se sont retrouvés en disant mais finalement comment condamner ce crime, ce viol, parce que finalement l'auteur est à distance. Il n'y a pas la définition du viol dans le code pénal, c'est un acte de pénétration, que ce soit effectivement avec un objet ou avec un sexe ou un doigt, etc. Mais il faut qu'il y ait quand même un acte de pénétration. Et là la difficulté c'est qu'à distance il n'y en a pas, c'est une personne qui est commanditée pour effectuer cette agression-là. Mais malgré tout, et Dieu merci, cette personne a été condamnée, cet homme a été condamné, donc comme complice, tout simplement. Donc on pourrait imaginer que le droit s'adapte toujours et qu'on finisse par trouver des solutions. Ce serait au-delà de l'atteinte au droit à l'image, il faudrait reconnaître un droit à l'image à l'avatar. Ce serait sur le droit de la propriété intellectuelle et au niveau pénal, eh bien, utiliser effectivement à distance ou peut-être une représentation. Alors il faudrait construire une plaidoirie là-dessus, mais tout est possible. Et après, nous avons enfin, on va finir sur une note positive, des événements plus heureux comme des mariages. Alors c'est vrai qu'on a des mariages, et ça c'est beaucoup plus sympathique. Un cabinet américain a réglementé, en fait, a fait en sorte qu'un mariage se produise dans Métavers. Alors les mariés, effectivement, ont fait les choses dans l'ordre, ils ont invité beaucoup de personnes, il y avait 2000 personnes environ. Il y a eu de multiples cadeaux, etc. Il y a eu une cérémonie pour les unir. Et puis, en réalité, il y a quand même eu des problèmes techniques parce qu'il y a eu des problèmes de connexion. Certains invités n'ont pas aperçu le marié. D'autres ont vu la mariée en jogging et pas en robe de mariée alors qu'elle prétendait l'être. Donc, finalement, on s'est dit, mais ce mariage existe-t-il réellement ? Alors, c'est vrai que le cabinet d'avocats, en l'occurrence, qui avait été saisi, après tout, le mariage est un contrat. Donc on pourrait estimer qu'à partir du moment où les deux personnes sont consentantes, où il y a un contrat de mariage, même déposé chez un notaire, pourquoi ça n'existerait pas ? Bon, la difficulté, disons-le clairement, c'est que ça ne serait pas reconnu par l'officier d'état civil. Et on a quand même une reconnaissance, nous, d'un contrat de mariage. On ne peut pas faire des mariages simulés. Les mariages blancs sont réprimés. Donc, à mon sens, ce mariage n'aurait pas de valeur juridique. Et il faut savoir que les personnes, en l'occurrence, étaient mariées déjà depuis 14 ans. Finalement, c'était quelque chose d'assez festif. Mais la question peut se poser, puisque effectivement, on pourrait refaire un renouvellement des vœux, ça poserait pas de problème. Mais c'est vrai que sur la validité même du mariage, surtout qu'il faut un domicile, quand vous publiez les bans avant votre mariage dans la mairie du domicile de votre lieu de résidence, il faut effectivement un acte clairement d'officier d'état civil. Donc là, dans Métaverge, ce serait vraiment, pour le moment en tout cas, ce serait délicat, mais peut-être qu'un jour ce sera reconnu. Voilà, on verra comment tout cela va évoluer. Merci. Merci. C'est un complément tout à fait intéressant sur cet aspect juridique. Et on voit que le code de la cybersécurité qui est sorti aujourd'hui aux éditions Dalloz, ça c'est une pièce de publicité, ne comprend pas encore tout un paragraphe sur les métavers qui est à venir. Hein, c'est ça. Alors, merci Hervé Logement de nous montrer que finalement les métavers, bien sûr, ça peut être des avatars qui sont méchants, qui sont agressifs, mais c'est aussi peut-être un enjeu d'avenir et un enjeu industriel, un enjeu économique. Et bien sûr, il faut s'interroger, comme on vient de le faire, sur les aspects philosophiques, juridiques, mais il ne faut pas louper la marche, il ne faut pas louper le train, et il faut rentrer dedans et à grande vitesse, peut-être. À vous la parole. Merci. Effectivement, donc moi je vais apporter une perspective d'entrepreneur de l'Internet, du mobile et puis de la cybersécurité. Donc déjà, le postulat, c'est que le métaverse, on appelle aussi plus généralement le Web 3, en fait, parce que je vais revenir un peu là-dessus d'un point de vue historique, mais le Web 3, le métavers, ça va être une réalité, c'est le cas de le dire. Alors c'est paradoxe de dire ça, mais ça va être une réalité, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir qu'on refasse les mêmes erreurs que par le passé en disant mais non, tout ça c'est marginal, c'est minoritaire et rien ne va se passer. C'est une réalité, c'est-à-dire que nous allons rentrer dans le Web 3. Les fondements, et on en a un peu parlé avant, les fondements technologiques sont là, le décentralisé, la blockchain, donc tout un tas de mécanismes qui sont là. La technologie visuelle est là aussi. Enfin, je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, vous savez que les écrans télévision sont passés de 2K à 4K. Aujourd'hui, on a des écrans 8K. L'œil humain, c'est 16K. C'est-à-dire que nous voyons en 16K. Donc, on peut se dire que là, d'ici quelques années, les premiers écrans 16K vont sortir, ce qui veut dire que vous verrez une réalité telle que vous la voyez en réel.
Donc c'est là que c'est un peu paradoxal de dire ça, mais ça veut dire que la technologie, elle va être là. Donc demain, cette réalité virtuelle sera réelle vis-à-vis de l'œil humain. C'est-à-dire qu'on rentre dans une technologie qui va être là. Donc aujourd'hui, en fait, les problèmes de la technologie sont plus liés à la scalabilité, donc à combien de personnes peut-on gérer, que le problème des briques fondamentales qui vont gérer ça. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on peut avoir quelques millions de personnes. Avant qu'on ait plusieurs milliards de personnes connectées dans des univers virtuels et tout, il va se passer du temps, mais ça va arriver. Alors pourquoi mon propos, il est de dire qu'il ne faut pas rater la marche, pour reprendre le propos du général, c'est parce que je vais refaire un peu d'histoire. J'ai une certaine expérience. En 2017, j'étais chez Netscape, donc pour certains d'entre vous, ça ne vous parle pas, vous êtes bien jeunes, mais c'est la fameuse société qui a créé le premier navigateur Internet, le Netscape Communicator. Et le Netscape Communicator, quand il arrivait au niveau mondial, c'était une révolution. Mais en même temps, c'était une révolution pour un certain nombre de personnes, mais pour d'autres, et moi qui étais chez Netscape et en face d'un certain nombre de grands clients, c'était non, ça ne va pas exister. Hein. Nous, par exemple, en France, on a le Minitel, c'est bien mieux, il y a un bon business model. Donc, pourquoi on va s'encombrer avec quelque chose où les gens vont passer par un truc, où c'est gratuit donc, il y avait déjà des réticences à croire que ce nouveau modèle allait prendre. Et donc, en 98, je cofonde une première société qui est justement sur la mesure de l'Internet. Alors, il faut savoir aussi, ça va être intéressant, en 98, le taux de pénétration de l'Internet en France est de 3%. Donc 3% de la population en 1998 avait accès à l'Internet, et sur ces 3%, 100% avec des modems à 56 kilobits. Donc ça veut dire que vous voyez un petit peu qu'à l'époque, on était en train de se projeter. Mais qu'est-ce qui se passe en 98 ? Création de Google. Google, moteur de recherche, 98, 2 étudiants de Stanford, et puis 97, Amazon. Et à l'époque, Microsoft, d'ailleurs, 2 ans avant, quand j'étais chez Netscape, ne croyait pas à l'Internet. Bill Gates avait dit, excusez-moi l'expression, tout ça c'est des conneries, ça n'existera jamais, sauf que les Américains ont ce côté pragmatique. En 97-98, Bill Gates s'est dit, non, en fait, ça va être une grosse vague. Et il a tué Netscape, il a créé Internet Explorer, et il a tué Netscape. Donc on voit bien qu'il y a eu une réaction. Donc à cette époque-là, il y a Microsoft, Amazon, Google vient de se créer, Microsoft s'y met. Donc il y a une première vague. Et nous, en Europe, et c'est là que je reviens à l'histoire, qu'est-ce qui se passe ? Pas grand-chose. Pas grand-chose, effectivement, quelques start-up, mais très peu de financement. Alors nous, on a eu la chance avec NetValue d'aller en bourse, mais effectivement, ce n'était pas pour créer des fondations en termes d'infrastructure, mais plus pour faire d'autres sujets. Et donc, on a laissé ces gens-là se développer. Et puis est arrivée la deuxième vague. La deuxième vague, elle est arrivée alors avec le Web 2, mais le Web 2 qui était concomitant au mobile, en fait. Donc le Web 2, c'est tout ce qui est social, mais juste avant le social est arrivé le mobile. Donc on était tous connectés, on va dire, via nos PC. Et puis d'un seul coup arrive en 2007, Apple, avec iOS. Et là, c'est la révolution. Et moi, j'étais en train de mesurer le mobile à l'époque. Je peux vous dire que les gens de Nokia, qui étaient les numéros 1 à l'époque du mobile, ils ne comprenaient pas. Ils disaient non, mais Apple, ils font des PC, ils font des Mac, ils font l'iPod, le mobile, c'est pas leur boulot. On a vu ce que ça a donné aujourd'hui. Voilà, vous voyez comme tous que pour vous, pour les jeunes, oui, Apple c'est la référence, et puis la deuxième référence c'est Google. Donc avec Android. Donc en fait, il y a eu une deuxième vague qui est arrivée. Et alors, il faut que vous sachiez qu'à l'époque, en Europe, on avait un système d'exploitation mobile qui s'appelait Symbian. Et Symbian avait été créé par 3 sociétés européennes. Enfin, une qui était une association, qui était Nokia, Sony Ericsson et Ericsson. Alors Sony Ericsson, c'était un conglomérat avec Sony et Ericsson, mais donc ces gens-là avaient développé un système d'exploitation mobile. J'ai eu, moi, un mobile Sony Ericsson qui effectivement était tactile et autres. Ça n'a pas été poursuivi. 2 ans après, iOS arrive, et en 2008, Android arrive. Et on sait où on est aujourd'hui, avec iOS et Android au niveau mondial. Le système d'exploitation a disparu en Europe. Et donc, tout mon propos est de dire que toutes ces vagues absolument fondamentales en termes d'infrastructures, que sont les systèmes d'exploitation, que sont les infrastructures effectivement liées, alors on en parle du cloud, tout ça, finalement, est parti des États-Unis. Et nous avons été, nous, en Europe, en France, mais en Europe plus généralement, finalement des utilisateurs et des consommateurs de tout ça. Et là, maintenant, on arrive avec le Web 3. On arrive avec le Web 3 qui va encore plus loin, puisque là, finalement, au lieu de simplement de dire qu'on va utiliser des PC, des mobiles et autres,
Non, on va se projeter dans des mondes virtuels. Et alors là, via aujourd'hui des casques, mais demain des hologrammes, enfin voilà, on peut tout imaginer. Hein. Le Minority Report, c'est exactement ce qui va se passer. Hein. Donc ce genre de technologie existe déjà. Et donc tous les acteurs dont je vous ai parlé, ben, eux, ils sont déjà là-dedans. Donc d'un point de vue industriel, et là on ne parle plus simplement de petites start-up, vous avez Meta, effectivement, bon, voilà, qui avec ses 3 mondes, World, Homes et Work. Vous avez Meta qui s'est lancé, mais Nvidia, donc, qui est numéro 1 mondial de la carte graphique des jeux, tiens, comme par hasard, il lance aussi Nvidia Multiverse. Donc vous avez des acteurs, Microsoft lance Microsoft Team Mesh, et alors là, on va rentrer dans l'entreprise. Donc c'est là où d'un seul coup, on n'est plus seulement sur le côté métaverse consommateur ou Web3 consommateur, non, on rentre dans l'entreprise. Et effectivement, la période du Covid, qu'est-ce qu'elle a amené? Elle a amené effectivement une digitalisation et une transformation digitale accélérée avec la notion effectivement de travail à distance. Et donc derrière, tous ces grands éditeurs en font une industrie du « ah plutôt que de vous voir sur un écran plat en réel, vous allez vous rencontrer dans une salle de réunion virtuelle ». Et pour information, très récemment sur LinkedIn, une grande société française de télécommunications a dit avoir fait son premier comité exécutif dans une room virtuelle et sur une technologie américaine. Donc, d'ailleurs, j'ai répondu à ce post en disant « très bien, fascinant, mais où sont les données ?» Donc on voit bien qu'ici, vous êtes dans un COMEX d'une société stratégique à côté, et puis en France, et finalement qui fait son COMEX dans un univers virtuel, et là qui est détenu par une société américaine. Alors peut-être que tout était chiffré, très bien, on n'en sait rien. Donc là se pose tout un tas de nouvelles questions sur les données, bien sûr la cybersécurité, parce qu'on peut imaginer que dans tous ces nouveaux environnements, et ça va le faire, l'ingénierie sociale, l'usurpation d'identité, enfin, tout ce qui est fake en termes d'informations, ça va se multiplier, on va exploser. On parle de cybersécurité aujourd'hui, mais dans le Web3 et le métavers, on va avoir une explosion. Les NFT déjà, enfin, vous le savez, les NFT c'est à la fois quelque chose qui explose, mais quand vous grattez un peu, 80% de fraude sur les NFT. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a 2 ou 3 plateformes qui sont leaders, mais vous postez quelque chose, vous le vendez, et en fait, parce que le NFT, pour information, vous ne possédez pas l'objet. En fait, ce qui est inscrit dans la blockchain, c'est l'adresse, en fait, un pointeur vers l'objet. Donc, vous possédez une adresse comme une adresse URL qui pointe vers un objet. Donc, on voit bien qu'ici, pareil, quand on parle de propriété intellectuelle, je possède quoi? En vrai, vous possédez une adresse. L'objet lui-même, il a pu être dupliqué et voire revendu sur d'autres plateformes, et c'est là où arrive la fraude aujourd'hui. Mais tout ça, quand même, est une réalité. Et aujourd'hui, l'enjeu, et là on parle d'industriel, c'est de savoir si nous voulons encore les Européens rater la marche, pour reprendre le propos du général, c'est-à-dire comme dans les années 2000 et puis les années 2010, finalement mettre de côté tout ça en disant mais non, ça n'existera pas, et donc laisser les grands GAFAM d'un côté, alors même si c'est plus GAFAM, puisque Facebook maintenant c'est Meta, donc GAMAM, les GAMAM d'un côté et les BATX, parce que la Chine bien entendu travaille là-dessus, et les BATX, faire le boulot pour nous et n'être que des consommateurs. C'est-à-dire que l'Europe sera un consommateur de technologie, mais là à une échelle bien plus importante. Parce qu'encore une fois, quand je parlais tout à l'heure d'un comité exécutif d'une grande société du CAC 40 qui finalement se tient dans une salle virtuelle, ça jusqu'à maintenant on n'avait pas ça. Et souvenez-vous que quand Google, alors c'est pour certains qui vont se souvenir, a sorti ces Google Glass, elles ont été vite retirées du marché, parce qu'à un moment donné, dans les boards, il y avait des gens qui portaient des Google Glass et donc qui finalement filmaient le board. Et donc Google elle-même, ils sortaient des lunettes, ils ont interdit l'utilisation de ces lunettes dans leur comité exécutif. Donc on voit bien les problèmes derrière posés par rapport à la veille intelligente. Et là on parle de business intelligence, donc de vol de données stratégiques. Et donc qu'est-ce qu'on veut faire en Europe? Est-ce qu'on veut finalement donner la capacité à des sociétés européennes de développer des infrastructures? Parce qu'aujourd'hui, quand vous achetez un terrain sur Decentraland, c'est une société qui est immatriculée au Panama. Donc forcément, voilà. Donc, ou alors, on laisse ces sociétés-là. Donc moi, je pense que d'un point de vue souveraineté, il est encore temps, et là c'est à l'Europe de décider, et aux investisseurs de décider de financer des sociétés européennes
mais avec des moyens significatifs, parce que malheureusement, ce n'est pas à coût de millions, c'est à coût de centaines, voire de milliards qu'il va falloir financer ça. De la même façon qu'on réinvestit dans les semi-conducteurs, il faut aller investir dans le métavers. Pour que dans 20 ans, on ne se dise pas « Ah bah oui, on a raté la marche ». Et je pense que c'est encore possible, et ça sera une technologie, une infrastructure absolument nécessaire demain pour pouvoir parler de souveraineté et pouvoir contrôler à minima ce qui va se passer. Parce que les Européens, bien entendu, ont une vue différente, ben, certainement des Chinois, mais aussi des Américains. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour cette intervention. Il y a eu, entre la vôtre et celle de Françoise Dongy, cette référence à l'histoire, parce que finalement, aujourd'hui, on regarde une situation, on imagine le futur, et on oublie souvent les origines, ou sinon les origines, les commencements, parce que c'est différent entre les deux parfois, commencement étant ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, donc l'origine est peut-être cachée. Moi, j'ai trouvé votre intervention tout à fait intéressante, parce qu'effectivement, on voit bien que derrière la maîtrise des métavers, il y a une question de souveraineté. Une question de souveraineté. Alors, évidemment, le mot souveraineté, on l'utilise à toutes les sauces. Je dirais une question d'autonomie de notre individu. Parce qu'il faut toujours ramener les choses à l'individu. L'autonomie de notre individu, notre capacité à finalement être en mesure de faire des choix, et des choix qui ne sont pas biaisés. Vous voyez, souvent, je me souviens quand on regardait autrefois, enfin ça existe toujours, les programmes de télé. Vous savez, les programmes de télé, je ne veux pas faire de pub pour tel ou tel, derrière il y a des pages de publicité. Et vous avez des publicités, il y a marqué « vu à la télé ». C'est barré « vu à la télé ». Ça veut dire, si c'est vu à la télévision, c'est que c'est bon, c'est que c'est vrai, il faut l'acheter. Eh bien, aujourd'hui, déjà, avec les réseaux sociaux, déjà avec un certain nombre d'usages sur Internet, on est, si vous pouvez mettre l'expression, des gogos. Vu sur les réseaux sociaux, entendu, alors c'est vrai. Bon, donc il nous faut vraiment retrouver le discernement, l'esprit critique, là on trouve la philosophie. Chers amis, je vais vous proposer maintenant de passer la parole à la salle. Est-ce que, merci de passer des micros, et puis moi je vous passerai le mien. Est-ce que dans la salle vous avez des réactions, des interrogations? D'abord, vous précisez dès le départ si vous êtes une entité réelle ou si vous êtes un avatar, comme ça, voilà. Donc vous êtes une personne réelle, donc vous avez la parole. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour vos interventions qui ont été très enrichissantes. J'aimerais bien revenir sur l'aspect juridique et philosophique de vos propos. Françoise Longy a dit que la réalité virtuelle, c'était d'une part notre imaginaire et du coup nos désirs un peu plus cachés. Et j'aimerais bien rebondir avec ça sur les propos juridiques où, Maître, vous avez dit que il y aurait peut-être une législation qui allait se mettre en place dans le futur, peut-être par rapport à des crimes qui seront faits dans des réalités virtuelles via nos avatars. Et je voulais savoir si cette législation était seulement portée dans cette réalité virtuelle ou bien peut être aussi rapportée dans notre vraie vie, puisque si par exemple le criminel agit dans sa réalité virtuelle, ça veut dire qu'il a eu des désirs un peu dans la vraie vie en soi. Donc je me suis dit, est-ce que cette législation peut être à double tranchant? Je vais essayer de voir. Ça va, ça fonctionne, vous m'entendez? Alors, en fait, c'est vrai que dans la vraie vie, c'est réprimé. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a un point que je n'ai pas abordé parce que j'avais peur de dépasser le temps, c'est que vous avez la possibilité de réprimer aussi ces agissements sur le biais des contenus illicites. Ce serait une forme peut-être indirecte de faire de l'apologie pour des crimes, pour de la haine en ligne, des agressions, etc. Alors, ça serait un peu un combat. Bon,
toujours par le passé qui existait déjà en droit au niveau juridique entre l'auteur du contenu et l'hébergeur en l'occurrence la plateforme Metaverse, que ce soit The Sandbox ou Decentraland, et s'exonérerait de toute responsabilité, ça retomberait sur l'auteur, c'est-à-dire sur nous, le choix de notre avatar. Pour votre question, finalement, c'est toujours cette question de la différence entre le réel et le virtuel. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de ce crime commandité à distance, parce que finalement, il faut à un moment donné reconnaître une responsabilité. Après, est-ce qu'on est... Dans notre code pénal, il n'y a pas d'infraction sans texte. Donc à partir du moment où n'est pas prévue la répression des agissements d'un avatar, vous n'obtiendrez aucune condamnation devant une juridiction pénale. Mais c'est vrai que si on se place d'un point de vue moral, on peut se dire, attendez, si la personne se sent agressée, si effectivement, est-ce que ce domaine est complètement une zone hors du droit? Est-ce que tout est permis? Et pour répondre à votre question, est-ce que c'est une projection finalement de frustration? Est-ce que ce serait un espace où les personnes pourraient, entre guillemets, pardon du terme un peu familier, se défouler et que finalement ça n'a pas d'incidence sur la vraie vie? On a vu qu'en fait, des contenus haineux, il y a toutes des études qui ont été faites aussi sur l'accès à la pornographie pour des très jeunes enfants, les répercussions que ça peut avoir sur une construction future. Et donc, est-ce qu'il est possible réellement, et c'est intéressant là encore de faire un parallèle avec le théâtre, où certains comédiens disent aussi que leur inconscient ne fait pas la différence quand ils jouent un personnage ou quand ils sont finalement dans leur identité classique, on va dire. Donc finalement, à partir du moment où on exprime des mots, et vous parliez du langage, hein, Françoise, et c'est vrai qu'à partir du moment où on incarne quelque chose physiquement, comment on arrive à distinguer réellement Général, hein, vous aviez pris l'exemple en mars dernier quand on avait fait un préfic sur cette adolescente qui avait tué en fait ses parents, hein, de mémoire, parce que dans son monde imaginaire, dans son avatar, voilà, elle avait plus fait la distinction entre la réalité et le virtuel. Le problème, c'est qu'on peut rentrer aussi sous une forme d'addiction et ne plus être capable de différencier la réalité, parce que la réalité est parfois pénible, il faut quand même dire les choses comme elles sont. On a une réalité, une actualité un peu lourde, hein, depuis 2 ans où les choses s'enchaînent sans arrêt. On peut avoir un besoin de s'extraire de cette réalité. Et le problème, la question qu'on se posait aussi sur l'atelier préparatoire du FIC, c'était aussi de savoir finalement, est-ce qu'au bout d'un moment, les personnes que nous sommes n'allons pas nous sentir mieux dans ce monde virtuel où on pourra un peu accomplir. On voit déjà avec les réseaux sociaux et l'immédiateté qu'on supporte de moins en moins d'attendre la frustration. On a un seuil de tolérance à la frustration qui s'abaisse, et c'est quand même la représentation du délinquant, c'est quelqu'un qui ne supporte pas les limites et la frustration. Donc on va peut-être potentiellement, non mais là je deviens très noir, tous des délinquants, j'espère pas. Mais voilà, ça sera notre capacité individuelle effectivement à rester, à pouvoir, ce qui sera moins évident puisque Hervé le disait, on aura effectivement des représentations, on pourra échanger avec des personnes en taille réelle, avec des hologrammes ou qui seront de notre taille humaine. Donc ça risque d'être compliqué. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question du coup. Madame, Messieurs, merci beaucoup pour la qualité de votre intervention. J'ai 40 ans, en 2050 j'en aurai 70, et en 2050 mes 2 filles auront 35 ans. Et votre intervention me questionne. Au jour d'aujourd'hui, je suis tiraillé entre enjoindre mes filles à aller pleinement dans le métaverse pour réaliser un peu la destinée de Monsieur Jouan, qu'elles deviennent des entrepreneuses à succès et qu'elles doublent les Américains. Et je suis tiraillé en les laisser dans le vieux théâtre et dans la nature pour qu'elles soient préservées d'un monde qui pourrait les détruire. En clair, je suis, en tant que père de 40 ans, un peu perdu. Et donc, pas forcément de questions, mais simplement, auriez-vous quelques guides pour l'action, quelques principes pour nos générations futures, pour mes filles? Est-ce que la réglementation prendra en compte ce tiraillement permanent dans lequel elles se situeront? Nécessité d'entreprendre, mais nécessité de conserver nos traditions, nécessité de conserver un abord au réel. Enfin, voilà, toutes ces questions que je me pose aujourd'hui prioritairement vis-à-vis de mes filles qui auront 35 ans en 2050. Merci. Alors, bon, ben voilà. Oui, je vais en profiter pour effectivement arriver un peu à des conclusions que je n'avais pas développées parce que j'ai été trop longue et qui vont dans ce sens, c'est-à-dire
un peu ce que je présentais, c'est pour ça que j'avais fait l'histoire, c'était pour montrer qu'en fait, on ne peut pas le poser en alternative, dire faire que mes filles, je suis d'accord avec ce que disait tout à l'heure, c'est en train d'arriver, ça va arriver, c'est inévitable. Je dis, on pourrait se poser la question, on aurait peut-être pu se poser la question pour les OGM, est-ce qu'on peut les interdire, est-ce qu'on ne peut pas les interdire? Je crois que oui, là c'est une question qu'on peut se poser, bon, quoi qu'on veuille répondre là-dessus, ce n'est pas une question qu'on peut se poser sur le métavers. Parce que, voilà, c'est pour ça que je montrais combien c'était lié à, disons, toute une série d'usages assez différenciés, mais qui sont très liés les uns les autres. Et en plus, le lien qu'on a avec la fiction, c'est ça que ça voulait montrer aussi, montre combien c'est puissant, évidemment, de développer ces technologies. Développer l'écriture, ça a été très puissant. Développer l'imprimerie, ça l'a été aussi, la télévision, etc., etc. Et c'est vrai qu'à chaque fois, évidemment, ça crée des possibilités de tromperie. Vous pouvez faire des faux reportages, vous pouvez faire toute une série de choses. Donc je pense qu'il faut accepter le fait que de toute façon, ça va exister, mais qu'il va falloir de la régulation. Et le problème, peut-être c'était ça aussi un peu l'idée, c'est que de temps en temps, on attend du philosophe qui vous dise, il y a un principe simple, on va vous le donner, voilà, c'est là qu'est la limite. Non. Je pense qu'il ne faut pas rêver, il faut rentrer comme le fait Madame Cécile, voilà, dans la question et à chaque fois voir. Et comme peut-être c'était mon dernier point que je renvoie un peu à la salle et aussi à tout le monde, qui était la chose suivante, c'est qu'évidemment on constate tout ce que, oui, quand est arrivée l'imprimerie, on avait tout de même le temps de voir venir. Parce que ça met du temps à se répandre, les effets que ça pouvait avoir, etc. Là, tout va très très vite, hein, comme vous nous le disiez. Et on peut se demander si on n'aurait pas intérêt à créer des systèmes, je ne sais pas comment il faudrait les appeler, des comités d'éthique, des comités de réflexion, des comités sur les différents types d'effets problématiques que ça peut avoir, et aussi développer les études. On a besoin de savoir psychologiquement ce que ça fait. Peut-être que vos filles, elles feront très bien la différence. Après tout, il y a, quand je vous ai raconté cette histoire, la monnaie, c'est du virtuel qui est devenu réel. C'est-à-dire, on peut imaginer des choses, créer des réalités imaginées, mais qui deviennent des choses extrêmement concrètes, qui agissent. Et puis, il y a des choses où les gens savaient très bien qu'ils écoutaient des histoires, et que c'était fictionnel. Mais on peut demander aux institutions de bien marquer quand c'est fictionnel, quand ça ne l'est pas. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça ne suffit pas? Il faut peut-être que les psychologues nous éclairent, les sociologues nous éclairent là-dessus. Donc on a peut-être besoin de toutes ces études, et on a peut-être besoin de toutes ces études rapidement. Alors moi, je voudrais rajouter aussi un point par rapport à votre remarque, c'est l'éducation. Et l'éducation, c'est à deux niveaux. Il y a l'éducation, comme vous, en tant que parent, et il y a l'éducation, effectivement, en termes d'instruction, éducation nationale. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui manque, ce qui commence à manquer dans nos sociétés, mais tout ça, c'est parce que ça va vite, c'est justement qu'on ne prend pas en compte, à l'école très jeune, l'éducation, c'est-à-dire quelque part de permettre aux jeunes de comprendre comment ça fonctionne, et ainsi de suite. Il n'y a aucune éducation, on les lance. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'âge moyen de TikTok, c'est 8 ans. 8 ans. Il y a des études qui l'ont prouvé, pour reprendre vos propos, il y a des études qui ont prouvé que l'âge moyen d'entrée dans TikTok, c'est 8 ans. Donc là, il y a une responsabilité à la fois des parents, et derrière, il n'y a pas eu une éducation tout petit pour dire aux enfants, voilà, il va se passer des choses. Donc c'est vrai que là, je pense qu'il manque cette dimension-là, les dimensions d'éducation. Si demain, parce que demain, toutes ces technologies vont exister, mais finalement, en fonction de son... Alors c'est là où on revient au milieu socio-culturel, à son éducation, il va y avoir des gens qui vont les appréhender avec une certaine distance, et puis il va y en avoir d'autres qui vont plonger avec tous les travers que ça va donner. Et c'est là où, derrière, l'éducation, on a un rôle, alors c'est là où les États ont un rôle d'essayer d'accompagner chacun, dès les plus jeunes âges, justement, à la compréhension de l'usage de toutes ces technologies. Parce que malheureusement, et mon propos n'était pas de les défendre, mais de dire qu'elles vont être là. Donc comment on fait maintenant pour au mieux les contrôler en termes de souveraineté et au mieux finalement permettre aux jeunes d'aujourd'hui de les appréhender avec distance pour le futur. Alors, pour répondre brièvement à votre questionnement de jeune père, et je comprends à quel point ça doit être douloureux par moments, c'est pas évident. C'est vrai que du point de vue juridique, on peut s'interroger à quoi sert la loi finalement. Un monde sans limite, vous le disiez très justement, finalement on en vient à une sorte de destruction parce que là où il n'y a plus de limite, c'est quoi les moments
dans l'histoire où il n'y a plus de limite, ben, c'est tout simplement la guerre. C'est-à-dire qu'on a créé un droit international humanitaire où on ne doit pas toucher aux cibles civiles, on ne doit toucher que les combattants, il y a toutes des réglementations et qui en réalité ne sont jamais respectées dans aucune guerre. Il faut quand même dire les choses franchement. Donc un monde sans limite, qu'est-ce que c'est ? C'est un monde qui devient sans valeur et c'est un monde surtout qui est générateur d'insécurité. Ça voudrait dire que dans ce monde virtuel, ou pour vos filles, ou pour tous les enfants, on ne sait jamais ce qui va vous arriver. Est-ce qu'on va être agressé en allant acheter quelque chose? Est-ce qu'il y aura un climat sans arrêt où sur la durée, c'est intenable? Donc je pense que la loi représente à la fois des valeurs et aussi une sécurité et un lien social très important. Donc finalement, tout espace a vocation à être réglementé à un moment donné, non pas pour punir, dans mon sens tel que je le pense, mais pour protéger davantage que pour punir. On a besoin de limites. Donc forcément, il y aura un moment donné où les avatars seront réglementés. Parce que, comme je vous donnais l'exemple de la pornographie pour les très jeunes enfants et des études qui ont été faites sur la façon d'appréhender après le corps de l'autre, la sexualité, son identité sexuelle, etc., on a pu constater que les très jeunes enfants, en fait, avaient du mal à envisager l'autre comme un sujet véritablement et non pas comme un objet destiné à lui donner du plaisir. Et que ça posait véritablement des problèmes et il y a une volonté d'interdire certaines plateformes ou au moins qu'il y ait une identité numérique, qui a un certain âge, etc. Parce qu'on s'est rendu compte que finalement, quelque chose qui peut être très épanouissant sur le moment, une décharge d'une pulsion, il y a un plaisir immédiat, mais que sur la durée, ça peut engendrer des effets destructeurs. Alors peut-être pas chez tout le monde, mais en tout cas chez certains, ça c'est apparemment prouvé. Et puis donc, ce sera à mon sens réglementé forcément à un moment donné. Et puis pour voir une vision plus positive, vous parliez de nature, ben, ça existe dans les EHPAD. Alors il y a une utilisation de casques virtuels où on demande aux personnes de choisir leurs avatars. Alors elles choisissent parfois qu'elles ont 20 ans, qu'elles gambadent joyeusement dans des campagnes, qu'elles voyagent dans les pays qu'elles choisissent. Et en fait, là aussi, on a constaté une amélioration de leur morale, de leur humeur. Donc finalement, on va prendre le côté le plus lumineux de Métavers et sur le fond, laisser peut-être les côtés plus sombres au bout d'un moment. Merci, Maître Destriot, et je rejoins tout à fait votre propos. Je pense que le droit est là pour borner, pour mettre des limites, mais il faut faire attention, et je rejoins à ce moment-là Hervé Lejoin, c'est qu'on a trop tendance aujourd'hui à demander au droit, plus qu'il ne devrait nous apporter, l'éducation doit précéder. Et finalement, on demande au droit de régler les problèmes qu'on n'est pas capable de traiter. On n'est pas capable de traiter les questions d'éducation, de vivre ensemble, alors on va créer une règle, alors on va rajouter au code. Tant mieux pour ceux qui éditent des codes, mais je veux dire par là que il faut chaque chose à sa place, le droit a son utilité, sa vertu, et puis le reste, l'éducation, la philosophie, la conception des choses, a également les siennes. Est-ce qu'il y a une autre question avant que nous donnions la parole? Oui, alors bonjour. J'ai une question entre la frontière entre la philosophie et le droit finalement. Concernant les comités d'éthique, on a vu qu'ils jouaient quand même un rôle. Il y avait Tesla qui avait sorti sa voiture autonome. Il y avait toutes des questions éthiques qui s'étaient posées alors, par exemple, soit écraser un amas de personnes âgées ou alors quelques personnes plus jeunes. Quel est le rôle de la philosophie? Donc je m'adresse principalement à Françoise Longy dans ce sens-là. Quel est le rôle de la philosophie? Est-ce qu'il y a vraiment, on peut voir une entraide entre vos deux domaines vis-à-vis de ce nouveau pan qui est le métavers? Je vais être très brève. En fait, je ne sais pas très bien. Il faudrait qu'effectivement j'aille regarder si oui ou non il y a des ouvrages, des débats philosophiques sur ces questions. Je ne suis pas complètement certaine qu'il y en ait. C'est vrai, pour des questions ponctuelles se crée éventuellement un comité d'éthique, mais est-ce que ça donne lieu à une réflexion philosophique? J'en suis pas sûre. C'est une très bonne question et j'irai regarder. Voilà.
De toute façon, nous sommes convaincus qu'une table ronde comme celle d'aujourd'hui, quelle que soit sa qualité, ne peut répondre à toutes les questions. Simplement, c'est une ouverture, c'est un regard sur un futur. Peut-être que dans 3, 4, 5 ans, nous aurons une partie du FIC qui sera consacrée au métavers. Alors, venez quand même à Lille, n'envoyez pas votre avatar, vous voyez, parce que la relation humaine est quand même très importante, c'est la chaleur de nos contacts qui l'emporte sur tout. Jean Peters, titulaire d'HR Cyber et Souveraineté numérique de l'IHEDN. Après ces 3 interventions, ces questions, ces réponses, finalement, quel est votre regard, comme je dis, pas conclusif, mais ton regard prospectif, ouverture? Écoutez, mon général, alors là, j'ai un exercice qui n'est pas facile du tout. Vraiment pas facile, parce qu'on a vraiment 3 interventions qui sont très différentes. Et vous abordiez la question de la virtualité, de la réalité virtuelle, de points de vue vraiment différents. Alors, il y a bien sûr des choses qui se recoupent, mais vous aviez vraiment des centres d'intérêt assez différents au début et à la fin. Quand on parle des avatars, quand on parle des relations, ou bien des réunions, j'allais dire virtuelles, ou bien quand on s'inscrit dans l'avènement ou du langage ou de systèmes symboliques, on parle de choses quand même assez différentes. Il n'empêche, la première chose qui est intéressante à remarquer, c'est que on voit bien que quand on parle de réalité virtuelle, les 3 personnes autour de la table parlent de choses qui peuvent être assez différentes. Voilà. Et donc aujourd'hui, on met beaucoup de choses sur réalité virtuelle, comme on met aussi beaucoup de choses sous cybersécurité. Enfin, voilà. Donc ça, c'est la première chose qu'on remarque. Après, les des choses importantes que vous dites, et vous rappeliez, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, Madame Longy, voilà, que cette question de la virtualité, ou on va dire de l'imagination, elle est inscrite dans l'humanité. L'humanité imagine, c'est, je ne veux pas dire ADN, parce qu'honnêtement, c'est un lieu commun, ça n'a pas beaucoup de sens, mais notre humanité se définit par l'imagination. Et elle se définit tout simplement par le fait de pouvoir, oui, imaginer, et aussi par un certain outillage à un certain moment. Voilà. Et l'outillage nous a permis d'aller au-delà d'une perception, j'allais dire individualisée, ponctuelle. Hein, et vous faisiez référence au langage qui permet, d'une part, d'articuler cette imagination, et d'autre part, dans un milieu social, de partager, de se coordonner, et aussi, quelquefois, aussi de s'affronter autour d'enjeux. Mais ce que vous dites est important, puisque on comprend que la réalité virtuelle dont on parle aujourd'hui, celle des avatars, est finalement constitutive de ce que nous fait hommes, voilà, et femmes. Voilà, mais nous sommes humains, parce que nous sommes humains, nous imaginons et nous construisons du virtuel, et vous avez situé 3 types de rapports. Le dernier étant d'éprouver des réalités imaginaires. Et la question que je me posais, pour faire le lien avec Madame Doutrio, quand on parlait des avatars, je me demandais si on passait pas d'une révolution qui a été la révolution c'est-à-dire de l'humanité, du langage, à travers une révolution technologique, hein, qui est là depuis des années, mais qui prend une dimension autre, un autre type de révolution finalement, et vous l'avez évoqué avec la télévision, une sorte de surpassement, de dépassement de ce qu'est l'humain. Parce que là, on arrive au-delà de nos limites de perception humaine, on arrive dans autre chose, et on est en train j'ai l'impression, on vous écoute, de passer à un autre monde où nos repères habituels, jusqu'à aujourd'hui, on avait l'impression de maîtriser. Voilà. L'informatique nous a montré qu'on ne maîtrise plus grand-chose. Ah là, votre voiture, c'est fini, hein, vous ne pouvez plus remplacer quelque chose. Allez voir. La blockchain, c'est pire. Enfin, là, j'ai du mal avec la blockchain, voilà, mais et là, dans le virtuel, on passe encore quelque chose d'autre. Donc, une sorte de dépassement de l'humain qui fait peur, qui est abyssal. Mais qui fait partie aussi de notre humanité. Évidemment, le droit, vous l'avez évoqué, le droit s'appuie sur des textes,
Et ça va tellement vite aujourd'hui qu'il n'y a pas de texte, mais vous l'avez dit, en effet, le droit est là pour nous protéger, et un jour ou l'autre, vous nous disiez, on aura besoin de régulation de ce monde. Après, dans ce que j'ai entendu, il y avait cette question de la virtualité, mais qui fait peur, hein, enfin qui fait peur ou qui fait plaisir, mais avec quand même l'idée, vous êtes avocate, en tant qu'avocate, vous mesurez les effets du virtuel sur le monde réel, c'est-à-dire il y a des addictions, voilà, il y a des morts, il y a des viols, il y a aussi des choses sympas, il y a des mariages, etc. Donc on est toujours renvoyé quand même au monde réel, et c'est pour ça que cette question nous pose problème. Si c'était que voilà. On retrouve dans ce que vous disiez un peu dans l'avatar, ce qu'on trouve sur la route. Voilà, les gens ils sont dans leur voiture, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a plus de copains, enfin voilà, on vous dépasse, on fait des queues de poisson, etc. Il y a des choses qu'on retrouve sur les réunions virtuelles, où là, d'une certaine façon, la régulation sociale qu'on peut avoir par rapport à des personnes, d'une certaine façon, s'estompe ou bien à d'autres repères. Et donc, on est sur un nouveau modèle de socialité, finalement, avec la réalité, donc avec des codes qui demandent peut-être à être réinventés. Voilà. Et puis pour finir, évidemment, Monsieur Le Jouan, la question c'est par rapport au Web3, que va faire l'Europe? Est-ce qu'on va regarder passer le train, voilà, ou est-ce qu'on va, on va le construire, on va construire des briques assez importantes, enfin peut-être pas des briques, mais au moins des roues, des wagons, quoi. Donc voilà, des locomotives. Donc voilà, parce que comme vous le disiez, laisser les autres faire pour nous, c'est aussi de prendre une partie de notre souveraineté, de notre possibilité de déterminer nous-mêmes notre avenir, se faire imposer aussi un certain nombre de règles juridiques qu'on n'a pas voulu, et c'est construire aussi une humanité, peut-être pas celle que l'on veut, au moins en Europe. Voilà un peu ce que j'ai essayé de dire, voilà, avec 3 interventions qui étaient quand même très 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 différentes. Eh bien écoutez, merci cher Jean de cette synthèse, merci à vous 3 d'être intervenus avec beaucoup de talent et d'une manière très complémentaire pour nous apporter un regard sur 3 aspects, 3 angles d'attaque des métavers. Je pense que ce qu'on va retirer, alors je ne fais pas la synthèse de la synthèse, c'est qu'on est vraiment à l'aube d'un autre monde, et que cet autre monde où on en sera les esclaves, ou bien on en sera les maîtres. À nous de choisir. Et donc, je pense qu'on a tous envie d'être les maîtres de ce nouveau monde. Ça veut dire qu'il faut le connaître, il faut le comprendre. Un homme averti en vaut 2, une femme avertie en vaut 4. Donc, commençons par étudier, comprendre comment les choses sont en train de bouger, souvent d'une manière plus compliquée qu'autrefois, parce que les évolutions sont toujours systémiques. Et elles sont toujours la combinaison de plusieurs évolutions, de plusieurs usages qui nous amènent à des évolutions nouvelles. Voilà. Donc, merci à vous 4, merci à vous d'être les fidèles, pour beaucoup, participants à Philosophique. Chaque année, nous essayons de retrouver un nouveau thème qui sort un peu de la technologie, mais qui nous ramène à l'humain. Et je pense que c'est ça aussi une des vocations du FIC. En tout cas, merci au Centre de recherche de l'EOGN qui a préparé ce Philosophique. Et je vous dis à l'année prochaine, au mois d'avril. D'ici là, on va trouver un beau thème encore. Et merci aux jeunes du lycée Fédherbe en leur souhaitant une bonne réussite dans leur futur concours, hein, puisque c'est la relève, elle est là. Donc les métavers, c'est eux qui en feront ce qu'ils voudront. Voilà mes amis. À plus sur le FIC, dans les ateliers ou dans le forum.